Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cet événement INRIA Fête la Science. Je m'appelle Benjamin Ninassi, je suis ingénieur de recherche chez INRIA, qui est l'Institut de recherche en sciences et technologies du numérique. Et je serai aujourd'hui votre animateur pour cet avis de recherche intitulé Allô la Terre, ici le Soleil. Avant notre décollage imminent pour ce merveilleux voyage, quelques petites précisions pour cette fête de la science un peu particulière cette année, puisque l'INRIA vous propose du 3 au 11 octobre tout un tas d'interventions, 100% dématérialisées, mais aussi 100% live. C'est l'occasion pour nous de vous partager des sujets de recherche qui sont travaillés dans notre institut et leurs impacts sur la société et sur la nature. Mais c'est aussi l'opportunité pour vous de venir rencontrer, partager et échanger avec certains de nos scientifiques. Et vous devriez d'ailleurs avoir à votre disposition, à proximité de la vidéo, un chat dans lequel je vous encourage à poser toutes vos questions que je pourrai transmettre à notre invité du jour. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons la chance d'échanger avec Hélène Baruch. Bonjour Hélène, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Donc, Hélène, tu es chercheuse spécialisée en mathématiques et responsable de l'équipe Magic 3D du centre de recherche INRIA Bordeaux Sud-Ouest. Ton équipe est hébergée dans les locaux du laboratoire de mathématiques et de leurs applications de Pau, qui est un laboratoire commun entre l'Université de Pau, le CNRS et le partenaire de Montréal. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Est-ce que, Hélène, avec ton accent chantant du Pays Basque, tu pourrais nous en dire un peu plus sur les travaux de ton équipe? Eh bien, je te remercie de me donner la parole. Merci pour cette sympathique introduction. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous présenter certains de nos travaux. Et je vais commencer d'abord par vous expliquer un petit peu l'équipe dans son ensemble. Donc, comme l'a dit Benjamin, l'équipe s'appelle Magic 3D pour faire référence au fait que nous travaillons sur la modélisation avancée en géophysique 3D. L'essentiel des troupes est effectivement à Pau, mais nous avons aussi quelques chercheurs sur Bordeaux et j'aurai même l'opportunité de vous présenter quelques-uns de leurs travaux. Donc, s'il s'agissait de présenter en quelques mots l'équipe, je pense que la phrase du président Roosevelt résume bien la situation, puisque dans l'équipe, nous développons des méthodes mathématiques pour comprendre l'intérieur des étoiles et l'intérieur de la Terre. Et nous faisons tous leur musique, ce qui explique aussi que je fais un petit clin d'œil au film Harry Potter pour une équipe qui est composée de magiciens. C'est certainement très facile de ma part, mais nous travaillons aussi sur l'acoustique musicale. Donc, pour résumer ce que l'on fait dans l'équipe, il y a un dénominateur commun à toutes nos activités. Il s'agit de la propagation d'ondes dans des milieux complexes. Et nous sommes intéressés par ce phénomène physique car notre objectif est, à partir de mesures de champ d'onde, de caractériser des milieux complexes pour lesquels nous n'avons pas d'informations et que nous ne pouvons pas sonder. Donc pour faire ça, nous construisons et analysons des modèles mathématiques, mais nous développons aussi, c'est une grande part de notre activité, des algorithmes. Nous écrivons des schémas numériques, l'objectif étant de passer du monde continu au monde discret afin de pouvoir résoudre ces équations sur des calculateurs. Il y a un aspect très important dans le développement des algorithmes que nous faisons dans l'équipe qui est lié au fait que les phénomènes de propagation d'ondes sont très souvent posés dans des domaines très grands, ce qui fait que les systèmes que nous avons à résoudre sont de très grande taille et on ne peut pas envisager de faire telle simulation sans avoir recours aux calculs parallèles avancés. Donc nos algorithmes doivent être adaptés à une mise en œuvre dans des machines modernes de calcul. Donc ici, vous avez deux petites images qui représentent des phénomènes de propagation d'ondes qui ont été réalisés par l'équipe. Donc maintenant, peut-être que pour vous expliquer pourquoi en mesurant des ondes, on peut comprendre ce qui se passe sous la Terre ou dans le Soleil, je vais commencer par rappeler ce qu'est une onde, préciser ce qu'est une onde. Donc en fait, une onde, du point de vue physique, c'est une perturbation en un point de l'espace qui va se propager de proche en proche en transportant de l'information. Donc elle est caractérisée par une fréquence et une longueur d'onde qui permettent de définir sa vitesse de propagation qui va différer suivant le milieu dans lequel elle se propage. C'est en ce sens que c'est très intéressant d'avoir des informations sur la vitesse de propagation. Donc l'image qui vient à l'esprit de tout le monde quand on parle d'une onde, c'est l'image qu'on a tous eue dans notre enfance. Vous prenez un caillou, vous le balancez dans une mare, et le caillou joue le rôle d'une source qui génère une onde qui va se propager dans le milieu fluide tel un front circulaire. C'est caractéristique d'une onde qui se propage dans un fluide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si le milieu est différent, plus compliqué, comme par exemple
l'intérieur de la Terre, ou ici l'intérieur de Mars. J'ai trouvé cette image-là très jolie. Les ondes vont être différentes, vont avoir des fronts d'ondes différents. Vous allez avoir des ondes de compression, des ondes de cisaillement, des ondes de surface qui se déclinent en différents types d'ondes. Bref, à chaque milieu, son type d'onde. Donc, une fois que j'ai précisé ce qu'est une onde, je vais poursuivre. Alors, attendez, il faut que j'arrive à... Voilà. Donc, maintenant, comment ça marche? D'une part, il faut procéder à l'acquisition de données réelles, c'est-à-dire il faut faire soit en laboratoire, soit sur le terrain, l'acquisition de données qui va consister à faire se générer un champ d'onde et à placer un ensemble de capteurs au niveau desquels vous allez mesurer les réflexions que vont subir, les changements que vont subir les ondes que vous allez faire se propager. Et là, vous allez récupérer un ensemble de données réelles. Et nous, les mathématiciens, ce que l'on va faire, c'est on va reproduire ce moment d'acquisition de données réelles de manière artificielle, en utilisant des calculs numériques, de façon à produire des données qu'on appelle les données synthétiques. Et ces données synthétiques vont ensuite être confrontées aux données réelles, dans le but, en fait, de les faire se ressembler le plus possible, avec pour objectif, numériquement, de reconstruire un modèle de propagation qui ressemble au modèle réel de propagation auquel vous n'avez pas accès. Alors pour faire ça, on utilise des techniques de minimisation, c'est-à-dire qu'on va avoir une fonction qui va mesurer la différence entre les données réelles et les données synthétiques, et on va utiliser des algorithmes d'optimisation de façon à rendre cette fonction la plus petite possible, et quand elle aura convergé sur une valeur la plus petite possible, on sera dans le cas où les données synthétiques se rapprocheront des données réelles, et l'image que nous fournira notre modèle numérique se rapproche du modèle réel que l'on veut sonder. Donc ici, j'ai choisi de représenter à nouveau ce procédé par des images. Alors l'objectif, c'est pas de recommencer à vous expliquer le procédé, c'est juste de vous faire comprendre que pour arriver à reconstruire un milieu de propagation à partir de mesures de champ d'onde, il faut réunir des compétences très diverses qui vont de la modélisation physique à l'analyse mathématique, en passant par les schémas numériques, le calcul de performance, l'optimisation, et il y a un aspect qui ne nous intéresse pas, enfin si, qui nous intéresse, mais pour lesquels nous n'avons pas de compétences dans l'équipe, qui est l'aspect acquisition, qui est fondamental, c'est-à-dire aller acquérir des données réelles, sans lesquelles on ne peut pas mettre en route le procédé de reconstruction du milieu. Voilà. Oui. Excuse-moi Hélène, c'est quoi le procédé pour recueillir des données réelles? Alors, le procédé pour recueillir des données réelles, c'est typiquement, par exemple, tu vas dans ton jardin, tu disposes d'un ensemble de capteurs en surface sur ta pelouse, et puis tu prends une grande masse, tu donnes un grand coup sur le sol, et donc une onde va se propager, et tes capteurs vont mesurer toutes les ondes réfléchies en surface, et c'est ça qui va constituer l'ensemble des données réelles. Voilà. Et ça, c'est une phase d'acquisition. Voilà. Alors, on peut faire ça en laboratoire aussi. Nous, à Pau, on a la chance d'avoir un dispositif expérimental et on fait des mesures en laboratoire. Voilà. Je peux poursuivre? Ouais. Bien sûr, oui. Allons-y. Donc ici, voici un exemple de reconstruction que l'on a réalisé dans l'équipe. Donc c'est un cas 3D qui a été réalisé par le code AOM qui est développé dans l'équipe. Donc en haut à droite, vous avez la cible, c'est-à-dire c'est une tranche d'un domaine 3D, donc c'est une portion de terre. On a envie d'imager des réservoirs naturels. Et puis en bas à droite, vous avez ce que le modèle numérique a donné. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même une très bonne concordance entre les deux coupes. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire converger la fonctionnelle de minimisation et on a réussi à récupérer des informations intéressantes sur le milieu. Chose plus importante dans ces images-là, c'est de voir que pour un cas ici qui en fait est assez simple, on a quand même eu besoin de faire 9 heures de calcul. Le procédé a convergé au bout de 200 itérations. Donc c'est l'occasion pour moi de vous dire que vraiment on a besoin d'utiliser de gros calculateurs pour résoudre ce genre de problème. Un autre exemple de travaux de l'équipe, qui est plus original à mon avis, j'arrive plus à faire défiler mes slides, donc ça bug, il fallait bien que ça bug, hein, n'est-ce pas? C'est impossible, je n'y arrive pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Oui, attends, je vais le faire. Voilà. Merci. Donc cet exemple-là, c'est quelque chose de très original qui est développé dans l'équipe, essentiellement par le petit bout de l'équipe qui est sur Bordeaux.
c'est en fait d'appliquer, d'extrapoler toute notre connaissance des méthodes d'inversion en imagerie sismique, imagerie du sous-sol, pour faire du design d'instruments de musique. Donc ici, vous avez un dispositif expérimental qui a été construit par l'équipe en collaboration avec Augustin Humeau, qui est un facteur d'instruments localisé en Dordogne. Donc vous voyez, on reste dans la région sud-ouest. L'idée, c'est de faire des mesures d'impédance de sortie de la crosse d'un basson de façon à reconstruire la forme de la crosse de basson. Donc il y a des applications passionnantes sur ce sujet, et notamment d'arriver éventuellement un jour à reconstruire des instruments anciens qu'on n'a pas trop envie de bouger parce qu'ils sont tellement anciens qu'on a peur qu'ils s'abîment, et de reproduire des sons qui ont été oubliés. Voilà. Donc ici, vous avez une petite courbe en bas à gauche qui vous montre en fait combien les simulations ont réussi à se rapprocher des mesures. Donc là, c'est un cas de succès d'inversion. Donc si j'arrive à... Là, je peux plus, j'ai plus la main. Donc si tu peux bouger, Benjamin, merci. La prochaine slide. J'ai absolument plus la main. Parce que d'ailleurs, oui, finalement, le titre de cet avis de recherche, c'est Allô la Terre, ici le Soleil. Donc est-ce que vous arrivez vraiment à faire chanter le Soleil? Alors, on ne fait pas chanter le soleil. On va surtout pas s'amuser à faire chanter le soleil parce que on veut que le soleil soit notre ami. Donc, on essaie de rester en bonne relation avec lui parce que sans lui, on n'aurait pas de vie sur Terre. Non, mais c'est vrai que le soleil chante. Donc, slide suivante. Le soleil chante. Je vais essayer de le faire toute seule. Voilà, ça marche. Voilà. Mais en fait, le soleil, il chante, oui, mais on ne l'entend pas. On ne l'entend pas pour la simple raison que le son a besoin de matière pour se propager, et donc il n'est pas possible sur Terre d'entendre le son du soleil. Ceci dit, on a la possibilité de vérifier que le soleil chante grâce à l'effet Doppler, qui, pour être très en surface, l'effet Doppler a l'intérêt de transformer un son qu'on n'entend pas en un son, grosso modo, que l'on peut voir. Et donc, on est capable aujourd'hui, avec le progrès de l'instrumentation, de mesurer de toutes petites variations de vitesse à la pseudo-surface du Soleil. Et ce sont ces petites variations de vitesse qu'on est capable de mesurer et de transformer en son. Et l'idée maintenant qu'il y a pour nous dans l'équipe et puis pour plein d'autres gens qui travaillent sur le sujet, c'est d'essayer d'exploiter ces mesures réalisées sur la surface du Soleil. Alors j'ai dit c'est surtout pas sur la surface, mais bon, voilà. Les exploiter à la manière de ce que l'on fait avec les capteurs en imagerie sismique pour comprendre l'intérêt du Soleil. Parce qu'en fait, tu parles de variation de vitesse à la surface du Soleil, mais qu'est-ce qui bouge à la surface du Soleil? Ben, en fait, le Soleil, c'est une grosse boule de plasma, d'accord? Donc il n'y a pas vraiment une surface, mais il y a des ondes acoustiques qui se propagent à l'intérieur du Soleil. Et en fait, l'effet Doppler, ça consiste à transformer ces ondes acoustiques, donc ce son, en des variations de fréquence, donc des variations de vitesse. C'est-à-dire voilà, c'est en ce sens qu'on dit qu'il y a des variations de vitesse à la surface du Soleil. C'est plutôt des variations de fréquence, j'aurais dû dire plutôt des variations. C'est de la vélosymétrie, hein, voilà. Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on appelle les vents solaires dont on a Alors, les vents solaires, c'est une des raisons aussi du bruit du soleil. Donc, ça, nous n'avons pas commencé à travailler là-dessus. C'est une physique qui est très complexe. On aimerait beaucoup un jour travailler là-dessus. Mais en fait, ces vents solaires, ils ont été bien mesurés en février 2020 par la sonde Parker, qui a vraiment apporté la preuve. Bon, on y croyait depuis longtemps, mais une preuve supplémentaire que le soleil émet des bruits. Donc, ça ressemblerait à des grincements. Voilà. Sur le net, vous pouvez trouver des enregistrements du soleil, mais c'est plutôt des choses artistiques bon, voilà. On a une question de Marc sur le chat qui nous dit qu'il paraît qu'on peut écouter une pièce en mesurant les vibrations de la fenêtre depuis l'extérieur avec un laser. C'est vrai, et est-ce que c'est un peu le même principe sur ce que tu nous décris? Je pense que c'est le même principe. Alors, bon, là, c'est une physique que je ne connais pas bien, mais je pense que c'est le même principe, oui. Oui, parce qu'en fait, oui, je pense que c'est la même chose. On transforme le bruit en variation de fréquence, puisque, ouais, je pense que c'est exactement le même effet. Merci, je te laisse continuer. J'ai jamais fait la manip. Voilà. C'est pour ça que je suis pas très à l'aise, j'ai jamais fait le test.
Voilà, donc en fait, le fait d'avoir l'idée d'utiliser ces ondes acoustiques qui se propagent dans le soleil et surtout ces mesures d'ondes acoustiques qui se propagent dans le soleil, à la manière de ce que l'on fait avec les acquisitions, les campagnes d'acquisition pour l'imagerie sismique, a fait naître en fait une discipline qui est une jeune discipline, l'héliosismologie. Donc, si on traduit stricto sensu, c'est l'étude des tremblements de terre du soleil. Donc, il n'y a pas vraiment des tremblements de terre sur le soleil, mais l'idée est la même. Donc, à partir de ces mesures, essayer de retirer de l'information pour comprendre comment est structuré l'intérieur du Soleil. Donc, l'héliosismologie a une soixantaine d'années. Voilà. Vous voyez, c'est une discipline qui est très très jeune par rapport à la sismologie qui, elle, fait l'objet d'études depuis beaucoup plus longtemps. Ouais. Donc, oui. Pour essayer de comprendre comment le Soleil est composé sous sa croûte, on ne dit pas terrestre du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir exactement les mêmes matériaux sur Terre pour finalement avoir un modèle qui soit avec des valeurs réelles cohérentes? Alors, bon, là, ça, malheureusement, enfin, c'est une boule de plasma, donc je ne sais pas trop comment on pourrait reproduire. Et puis, bon, c'est. Enfin, l'intérieur de la Terre, c'est compliqué aussi. Hein. Il y a des choses très complexes. De toute façon, je pense que tout progrès réalisé pour comprendre l'intérieur, le noyau terrestre, je pense que ce sont des choses qui mènent vers des physiques complexes qui vont aider à comprendre l'intérieur du Soleil. Mais reproduire un Soleil expérimental, je ne sais pas, ça il faudrait demander à des astrophysiciens parce que je précise, je ne suis pas astrophysicienne et j'aurais trop peur de dire des bêtises sur cette discipline que je trouve fantastique. Donc je préfère voilà, pas trop m'avancer. Mais effectivement, on peut fabriquer, ça c'est des choses qu'on peut faire pour l'imagerie faible profondeur où on a des cailloux dans le laboratoire et on peut faire des banques de données associées à des cailloux, des vitesses. Et ça, c'est difficile de le faire pour le soleil. D'accord. Voilà. On a une autre question de Pierre, alors je vais essayer de le prononcer correctement. L'astérosismologie utilise-t-elle des techniques d'acquisition et de calcul différentes de l'héliosismologie? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qu'est l'astérosismologie et l'héliosismologie? Pour moi, c'est la même chose puisque le Soleil est une étoile. Donc, c'est juste que comme c'est notre étoile, le Soleil, on a choisi de parler d'héliosismologie. Enfin, c'est mon interprétation. Mais on pourrait, de manière générale, parler d'astérosismologie. Par exemple, dans l'équipe, nous avons un doctorant qui a étudié un modèle qui correspond à de la propagation d'ondes dans une étoile particulière qui n'est pas le Soleil. Voilà, et on va essayer de mettre en œuvre les techniques. Est-ce que le moment de la vie de l'étoile peut jouer? C'est-à-dire que si on est sur une étoile qui est déjà en fin de vie ou en pleine explosion, est-ce que ça peut avoir un impact? Oui, ça peut avoir un impact, c'est certain. Mais je ne suis pas spécialiste du sujet au point de... voilà. Encore une fois, je suis une numéricienne qui espère, dans quelques années, pouvoir refaire cet exposé avec beaucoup plus de choses à raconter sur l'astrophysique. Voilà. Donc en fait, pour résumer notre activité avec l'héliosismologie numérique, donc nous, ce que nous proposons de faire, c'est de dire, ben voilà, on est assez compétent pour faire de l'imagerie du sous-sol. On a développé des techniques numériques, donc on aimerait les faire évoluer pour aider à améliorer l'imagerie de l'intérieur du Soleil. Donc, notre objectif, c'est d'aider à comprendre l'intérieur du Soleil, aider à valider éventuellement certaines théories, et puis fournir aussi un outil de prédiction qui peut être utile. Voilà. Est-ce que la quantité d'astres, d'objets qui circulent dans notre espace, et peut-être même la quantité d'objets de plus en plus importante dans notre atmosphère, peuvent perturber ces mesures? J'imagine, pour reprendre l'exemple que tu as cité tout à l'heure dans ton jardin, où tu donnes un coup de masse pour détecter via des capteurs, que si on a une moissonneuse-batteuse qui passe dans le champ d'à côté, ça va impacter les mesures des capteurs. Est-ce que du coup la perturbation des éléments dans l'espace peut avoir un impact Je pense que ça peut brouiller l'acquisition de données, bruiter les données. Je pense que ça peut avoir un impact effectivement de cet ordre-là.
Voilà, donc ici, je vais vous montrer un premier exemple. Donc c'est un exemple de calcul que l'on a réalisé. Donc ça, c'est en régime stationnaire, c'est-à-dire que il y a pas, la variable temps n'est pas prise en compte dans la simulation, ce qui explique que vous avez une image figée qui vous montre la propagation. Alors en fait, c'est une fonction de Green qui se propage dans le Soleil. Donc sur la gauche de l'image, vous voyez ce que j'ai appelé maillage. Donc ça, c'est un aspect très important pour nos calculs. Il faut le voir comme un ensemble de points, une grille de points en lesquels on va effectivement faire nos calculs et recomposer la solution. Et en quoi l'exemple que je vous donne là, donc qui a été réalisé par le code AWEN, qui est développé par Florian Fauché, qui est chercheur à l'université de Vienne et qui collabore avec nous. En quoi cet exemple est intéressant, c'est juste pour vous revenir sur l'idée que les calculs que l'on fait sont des gros calculs, pour parler en termes très simples. Donc là, on a résolu un système qui comportait 250 millions d'inconnus et on a utilisé 4000 gigabytes de mémoire. Donc, vous voyez, c'est des calculs qui sont vraiment lourds et qui, en fait, représentent une des difficultés de la discipline. C'est-à-dire que même si on simplifie les équations, on a quand même des calculs énormes à réaliser. Alors, justement, on a une question de Laurence. Tu as partiellement répondu à la question tout à l'heure. Combien de temps et sur quel type de machine fait-on ces calculs? Alors, bon, c'est varié. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est on utilise un calculateur qui est situé au Max Planck, à l'Institut du Soleil du Max Planck, avec qui on collabore sur sur tous ces problèmes-là. Quand on valide nos modèles, on simplifie, enfin, on réduit la taille du modèle pour valider l'algorithme. Donc là, on a une plateforme de calcul qui est développée sur Bordeaux, qui est Plafrim, qui est ouverte aux chercheurs sur tout le territoire français. Donc, on utilise cette plateforme-là. Et ensuite, on demande des heures de calcul, on fait des dépôts de projets pour avoir des heures de calcul sur les calculateurs du CEA. Voilà. Mais on a la chance quand même d'avoir Après, Florian utilise aussi un cluster qui est localisé à l'université de Vienne, dont je ne me rappelle plus le nom. Voilà. Donc, bon, les ressources en calcul, ça va, on arrive à en avoir. L'Europe est quand même bien organisée pour nous donner accès à des calculateurs. Donc ici un autre exemple. Donc là, je vais vous montrer une vidéo. J'espère que ça va marcher. Voilà. Où là, vous allez avoir encore un calcul de fonction de Green comme précédemment, mais là, vous allez avoir la variable temps qui intervient. Donc là, vous avez l'impression que c'est un calcul à 2D, mais en fait, on a fait une hypothèse de symétrie particulière, donc c'est du 2D et demi, c'est presque du 3D, c'est pas du 2D. Et vous voyez en fait la fonction de Green qui se propage dans le Soleil. Donc on a utilisé le modèle S, donc c'est un modèle qui a été proposé par les astrophysiciens, qui est utilisé par pas mal de gens. Donc on rentre les caractéristiques, le profil de densité, la vitesse. Voilà. Et donc, je ne sais pas si on arrive à le voir bien sur la vidéo, mais là, vous voyez en fait comment l'intérieur du Soleil impacte sur le front d'onde qui n'est pas le même en différents endroits. Et ce qui est spectaculaire, c'est de voir qu'en fait, comme sur la Terre, les ondes de surface, ce qui se passe à la surface du Soleil, sont beaucoup plus lentes que les ondes à l'intérieur. Et en fait, on retrouve une caractéristique de quelque chose qu'on a sur la Terre. Voilà. Donc, ce calcul-là est utilisé sur Montjoie. Donc, je fais la pub pour Montjoie, donc c'est notre code de l'équipe. Et en fait, voilà. Donc, tu voulais me poser une question? Je veux dire, finalement, la taille de l'astre joue beaucoup sur la vitesse de propagation des ondes. Alors, la taille joue, et puis surtout sa constitution. Sa constitution, hein, voilà, parce que voilà, la vitesse de propagation est corrélée au milieu dans lequel l'onde se propage. Voilà. Donc là, il est temps pour moi de vous montrer mes collaborateurs, les gens avec qui je travaille sur ce sujet. Donc, l'INRIA a accepté de créer une équipe associée qui s'appelle HANS. Donc, on a choisi de s'appeler comme ça parce que c'est le nom du travail de fourmi qu'on est en train de faire. Donc, on travaille avec le Max Planck Institute, l'Institut du Soleil à Göttingen, qui est dirigé par Laurent Gison, qui travaille avec nous, et Damien, qui est postdoc là-bas. Donc, on travaille avec l'Université de Vienne et Florian, qui est postdoc là-bas. Donc, l'INRIA a recruté Ha il y a 2 ans. Donc, c'est une experte sur tout ce qui est modélisation du scattering. Enfin,
Voilà. Et Nathan, donc, qui est celui qui travaille sur des modèles d'étoiles, qui est en thèse avec nous et qui, lui, est financé par l'Université de Pau, qui soutient ce projet via les financements E2S. C'est un gros projet de recherche qui a été lancé depuis que l'université a été labellisée ICIT. Voilà. J'ai une petite question de Chris qui nous est arrivée sur le chat, un peu tardivement, mais à propos de la fonction de green que tu nous as montré tout à l'heure. À quoi correspondaient les couleurs? On a vu du jaune, du bleu, du rouge. Alors ça, c'est les amplitudes, l'amplitude des ondes. C'est-à-dire le rouge, en général, c'est de forte amplitude et le bleu, c'est de faible amplitude. Voilà. Donc en fait, comme c'est un phénomène oscillatoire, ben, on oscille entre des valeurs importantes et des valeurs moins importantes. Voilà. Donc je crois qu'il est temps pour moi de conclure. Donc je vais me permettre de faire un peu de prosélytisme parce que voilà, c'est l'occasion aussi, la fête de la science, de rappeler certaines choses. Donc, bon, je pense que c'est un exemple de plus. Il y en a plein qui circulent sur le net où la simulation numérique contribue à l'avancée de nombreuses disciplines. Ça, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour le dire. Notamment parce qu'elle fournit des moyens non invasifs pour comprendre des phénomènes physiques où, par exemple, la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux serait très chère. La simulation numérique est un stimulant extraordinaire des mathématiques qui sont poussées à évoluer parce qu'on est face à des problèmes de plus en plus complexes et des problèmes complètement nouveaux. On peut penser aux mathématiques du vivant, les mathématiques pour la biologie, où on n'a pas vraiment encore inventé tout un cadre mathématique qui s'adapte et on utilise des équations qu'on utilise pour d'autres phénomènes. On n'est pas bien sûr si c'est la chose qu'il faut faire. Les mathématiques sont importantes parce qu'elles établissent quand même des ponts nécessaires pour valider le passage entre le monde continu, le monde des physiciens et le monde discret, le monde des informaticiens. Et je pense que vous l'avez compris, c'est important qu'on accède à ce monde discret parce qu'on est capable comme ça de voir des choses qu'on ne pouvait pas espérer voir, comme l'intérieur du Soleil ou même l'intérieur de la Terre. Et puis c'est aussi un magnifique point de rencontre pour plein de scientifiques d'horizons divers. C'est le point de rencontre des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, des informaticiens, beaucoup de simulations pour les médecins maintenant, les biologistes. Donc voilà, donc je pense que si on veut que la fête soit réussie, il faut aussi faire des mathématiques, parce que les mathématiques sont importantes et importantes d'ailleurs, parce que profitons-en, elles sont féminines. Et voilà, et je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation. Merci beaucoup, Hélène. Effectivement, tu viens de nous expliquer que le soleil chantait bien, et c'est vraiment une très bonne chose par rapport au fait qu'on est en train de fêter la science aujourd'hui. Tu te définis comme une mathématicienne, mais tu nous as beaucoup parlé de calcul informatique et numérique. Finalement, est-ce qu'on peut être mathématicienne aujourd'hui sans être un peu informaticienne? Alors là, c'est intéressant. Voilà, il y a bon. Moi, pour les applications, moi je suis très intéressée par les applications des mathématiques. Donc j'aurais du mal à concevoir des mathématiques appliquées sans calcul. J'ai du mal à comprendre. Maintenant, il y a tout un pan des mathématiques avec de très belles mathématiques où on fait des choses très théoriques et où là, la simulation n'a pas réellement sa place. Quoique, parce que parfois, pour faire des simulations, on a besoin d'établir des théorèmes de convergence, et on va devoir aller fouiller dans des techniques d'algèbre, des techniques qui sont a priori éloignées mais je pense qu'on peut faire des mathématiques sans faire du calcul. Mais si on veut appliquer les mathématiques, je pense que ça, c'est un aspect qui est quand même, qui est passionnant. Il faut absolument faire du calcul. Voilà. Quand on utilise les mathématiques pour nous expliquer et démontrer que le soleil chante, est-ce qu'on peut parler de mathématiques quantiques avec un C? Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'aube du calcul quantique, carrément. Avec un Q, du coup. Voilà, du calcul quantique. Le calcul quantique qui, pour nous, nous ne travaillons pas sur ce sujet, mais nous avons une ancienne doctorante de l'équipe qui travaille maintenant là-dessus. L'idée serait, comme je l'ai dit, nous avons des systèmes énormes à inverser, et c'est souvent une entrave à accéder à des résultats. La théorie qu'on a mise en place nous dit on peut avoir des résultats, mais on est bloqué parce que les systèmes sont de trop grande taille.
Donc, si on pouvait avoir un outil qui est capable rapidement d'inverser ces matrices, ça nous ouvrirait des domaines applicatifs auxquels on n'ose même pas penser. Donc voilà à quoi je pense quand on parle quantique. Voilà. Après, il y a bien évidemment le domaine de la mécanique quantique que j'ai apprise il y a bien longtemps et qui était passionnante. Et là, je ne vais pas m'embarquer là-dedans parce que je dirais que des bêtises. Je vais te poser une dernière question avant qu'on passe à cette conclusion. Est-ce que tu peux nous dire en une phrase à peu près, est-ce que tu évoques l'idée des sciences du numérique dans la relation entre l'humain et la nature? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Tu peux répéter la question? Qu'est-ce que tu évoques l'idée des sciences du numérique dans la relation entre l'humain et la nature? Peut-être que ce serait bien qu'on fasse des simus pour montrer à l'humain combien il détruit la nature à la vitesse grand V. Donc, c'est peut-être que l'outil numérique est un outil supplémentaire pour tirer la sonnette d'alarme. Arrêtons de faire n'importe quoi. On peut, par exemple, penser aux gens qui font de l'anticipation de la fonte glaciaire. Il y a des gens qui font du numérique là-dessus. Hein. Donc, peut-être que ça pourrait être un moyen de remettre la nature parmi nos sujets de près. Bon, je crois qu'on y est, hein, mais bon. Et on revient à l'intérêt de la simulation numérique dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On a une dernière petite question de Pierre. Quelle différence dans les vibrations observe-t-on, par mesure directe ou par simulation, dans les différents types d'étoiles de la séquence principale du diagramme HR? Alors là, je ne suis pas sûr moi-même d'avoir compris la question. Eh bien, je remercie Pierre de m'avoir posé la question. Je ne sais pas répondre. D'accord. Encore une fois, voilà, j'avais envie de présenter ces travaux-là parce que voilà, il y a plein de mathématiques que je n'ai pas exposées et pour lesquelles j'aurais été bien plus à l'aise, ne serait-ce que vous mettre des équations, je vous ai épargné des équations et vous montrer les méthodes numériques qu'on utilise. Mais après, encore une fois, l'astrophysique, je ne suis pas une spécialiste et c'est un domaine qui est bien trop complexe pour que je devienne une spécialiste en quelques années. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Hélène pour cet exposé vraiment passionnant qui, j'espère, aura réussi à changer le regard de nos auditeurs sur les mathématiques en leur donnant envie d'explorer cette discipline fondamentale dans la compréhension de l'univers. Je vous donne rendez-vous demain avec un décryptage de l'astrophysique à 10h30 donc dimanche matin, intitulé La simulation numérique au secours de la chirurgie. Je voudrais juste remercier encore une fois toutes les femmes et les hommes de l'ombre qui permettent à ce type d'événement de pouvoir exister. Et je vous dis merci aussi à tous les auditeurs de nous suivre, de poser vos questions qui permettent à ces échanges d'être riches. Et bonne fin de journée. À bientôt.